Peuple du Congo-Brazzaville, peuple du monde entier, peuple d'Afrique, peuple du Canada, peuple des États-Unis, démocrates du monde entier, nous aimerions ici vous dire un bon après-midi. Et nous sommes le 19 juillet 2017 et nous sommes bien à Toronto, au Canada. Mais c'est quoi la causerie ou la conversation de cet après-midi? Nous allons vous parler de la faillite financière du Congo-Brazzaville sous le régime criminel et dictatorial de Denis Sassou Nguesso. La question où tout le monde devait se poser, pourquoi le Congo va-t-il rentrer en faillite? Nous allons vous démontrer d'où est parti le problème. Et dans les jours qui vont venir, vous allez entendre que le Congo a déclaré faillite. Comme vous le savez, en matière d'économie et de finances, quand une entreprise déclare faillite, et cette entreprise se met sous la protection de ses créanciers. Donc notamment, il y a des procédures judiciaires qui permettent donc à l'entreprise de se protéger contre, si vous voulez, toutes les poursuites judiciaires de ses potentiels créanciers. Pour le cas du Congo-Brazzaville, les créanciers du Congo-Brazzaville peuvent être la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, certains États, et aussi certains particuliers qui ont personnellement emprunté de l'argent au Congo-Brazzaville d'une manière générale. Comment sommes-nous arrivés à la faillite ou nous allons vers la faillite? Parce que ce qui est certain, d'après ce que les économistes ont prédit, dans les jours qui viendront, le Congo-Brazzaville va déclarer faillite. Comment sommes-nous arrivés à là? Vous savez, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier, en 2004, que Sassou Nguesso était au pouvoir pendant cette période, la dette du Congo-Brazzaville avait été estimée par le Club de Paris à quasiment 8,5 milliards d'euros. Ça, c'était en 2004. Et cela représentait quasiment 60% du PIB du Congo-Brazzaville. Vous voyez? Et par des magouilles que tout le monde n'avait jamais compris, Sassou Nguesso n'a jamais montré une bonne volonté économique, une bonne volonté dans la gestion financière, dans la gestion de l'État congolais d'une manière générale. Nous sommes arrivés en 2010, le Congo a été classifié comme parmi les pays les plus endettés de la planète. Vous savez, déjà en 2004, le Congo, dont la dette représentait quasiment 60% de son PIB, faisait du Congo-Brazzaville le pays le plus endetté du monde par habitant. Chers compatriotes, il faut bien écouter ce que je dis là. Déjà en 2004, sous le régime dictatorial et criminel, le régime des voleurs, le régime des paresseux, le régime des tribalistes, le pays, le Congo, la dette du Congo avait été estimée par le Club de Paris à 8,5 milliards d'euros et cela représentait 60% du PIB et cela faisait du Congo le pays le plus endetté du monde par habitant. Vous voyez? Par miracle. Non, on ne dirait pas par miracle. Par une certaine magouille financière. Nous savons à cette époque, tous les gens qui ont dirigé la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Et nous savons à cette période qui était le président de l'Hexagone. Vous voyez, le Congo a bénéficié du statut PPTE, c'est-à-dire pays pauvre très endetté. Et donc du coup, on a sectionné la dette du Congo et nous sommes partis de 60% du PIB à 21% du PIB. Donc, on peut dire que 40% de la dette avait été enlevée à cette période-là. Et là, nous étions en 2010. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après 2010? Si nous essayons de voir,
le baril de pétrole était carrément à 105 $ le baril. Le Congo a boosté sa production quasiment, on peut dire, à 270 000 barils par jour. Les chiffres d'affaires a vraiment augmenté. Il y a eu plusieurs booms pétroliers. Donc, il y a de l'argent qui est suffisamment rentré au Congo. Vous voyez? Mais, qu'est-ce que nous avions remarqué? Malgré qu'il y a eu des entrées de fonds, des recettes, du point de vue du bois, les recettes douanières, ainsi de suite, et les fonds qui sortaient du pétrole, le Congo n'a jamais avancé. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le Congo est dirigé par des mauvais gestionnaires. Et chers compatriotes, suivez bien le cours des idées. Nous sommes partis de 60% de notre PIB de dette. Ça a été sectionné en 2010. On nous a allégé de 40% de dette. Nous sommes repartis sur une nouvelle base avec une économie en évolution. Boom pétrolier, le cours du baril à 105 $ le baril. En 2013, nous avions redoublé la dette. Vous voyez ça, chers compatriotes? En 2100, donc la dette qui se retrouvait maintenant à 21% ou 20%. En 2013, donc en 3 ans seulement, avec tous les revenus et les recettes, les bénéfices, nous avions redoublé la dette. Donc en 2013, nous avions eu 21%, nous sommes passés à 42% de PIB de dette. Vous voyez, chers compatriotes? De 2015, nous sommes passés à plus de 70% de notre PIB. Et là, les agences de notation commencent à surveiller le Congo. Donc, les agences de notation financière, nous l'avons déjà expliqué dans l'une de nos vidéos précédentes, mais nous allons quand même le redire d'une manière générale et courte. Les agences de notation financière, en fait, qu'est-ce que c'est ces agences? Les agences essaient d'évaluer les potentialités d'un individu ou d'un État ou d'une entreprise à pouvoir rembourser ses dettes ou payer ses dettes. Vous voyez, chers compatriotes. Maintenant, quand un individu ou un État n'est pas à mesure de payer ses dettes, en ce moment-là, les agences de notation financière essaient de regarder que l'individu n'est plus solvable. Il n'a plus de potentiels gains qui lui permettent soit de vendre, soit de donner pour essayer d'emprunter sur le marché financier. Et qu'est-ce que les agences de notation font? On revue donc la note du Congo. Donc, en moins de 3 ans, on peut dire en 3 ans, le Congo a perdu 5 points des agences, auprès des agences de notation financière. Donc, aujourd'hui, nous parlons, la dette du Congo a énormément dépassé les 80% de notre PIB. Vous voyez, ces compatriotes. Maintenant, dans l'évolution de l'économie congolaise, il est question avec les accords de la BEAC, donc notamment la Banque économique des États de l'Afrique centrale, et chaque État devait avoir un certain nombre de réserves que cet État pouvait utiliser en cas de force majeure. Et tel est le cas de notre pays, c'est-à-dire nous avions des grands problèmes économiques, donc il va falloir qu'on aille puiser dans les réserves. Or, les réserves du Congo se levaient seulement, on peut dire, à 2400 milliards au maximum qui se retrouvaient à la BEAC. Vous voyez? Mais ça aussi, à l'heure où nous parlons, ça a été pioché. Il n'y a plus rien qui reste. Voilà pourquoi vous avez vu le gangster de Brazzaville, lors de la campagne électorale en 2016, il a parlé des fonds de génération future. Mais en fait, il ne comprend rien de qu'est-ce que c'est l'économie. Vous voyez? Des choses dites par les lois financières, il parle des réserves d'un État, et ça a été toujours comme ça pour les autres États. Et lui, il parle des fonds de génération future, mais il n'a jamais mis de l'argent de génération future. Vous voyez? Donc il a parlé sur les 2000 et quelques milliards de francs CFA, ce n'est même pas en dollars, ni en euros. Milliards de francs CFA, il a parlé des fonds de génération future, parce qu'il n'a pas la notion de la connaissance de comment l'économie fonctionne. Comment fonctionne un État du point de vue financier. Vous voyez? Mais qu'est-ce que les Bardous ont fait? Qu'est-ce que le régime criminel a fait? Ils sont allés épuiser ces 2000 et quelques milliards qu'ils avaient à la BEAC. Maintenant qu'on essaie de voir encore les actifs du Congo avec la Banque de Chine, ils ont quasiment tout épuisé aussi. Et qu'est-ce que nous remarquons? Ce que les Nguesso sont en train de faire, ils sont donc en train de vendre le Congo auprès des Chinois. Donc,
tout ce qui appartient aux Congolais aujourd'hui, c'est maintenant des biens qui appartiennent aux Chinois. Voyez, chers compatriotes. Donc, le Congo a énormément dépassé, la dette du Congo a énormément dépassé le PIB du Congo. Donc, à l'heure où nous parlons, nous approchons les 90% de notre PIB. Chers compatriotes, pour ceux qui ne connaissent pas les notions économiques, c'est très grave quand la dette d'un individu dépasse énormément son salaire. Hein, ça, c'est en terre à terre, c'est que je vais vouloir expliquer à nos compatriotes qui sont au Congo, à ceux qui ne comprennent pas le fonctionnement du système économique. C'est comme un père qui a 1 million de fois de dette supérieure à son salaire et il est incapable on peut dire même d'amorcer les 2 jours dans le mois. Vous voyez, chers compatriotes. Et ça devient grave. Dernièrement, si nous pouvions dire, le mois passé, le Congo est allé encore essayer auprès de FMI pour prétendre avoir un autre prêt. Mais on a évalué le dossier du Congo. Malgré que Sassou et son système économique ont essayé de falsifier les cahiers, les balances, les cahiers économiques du Congo, ils ne savaient pas que la FMI et quand même le Fonds monétaire international, il y a quand même des économistes de grand niveau. On a dit, on ne donne rien au Congo. Donc, chers compatriotes, le Congo est dans une période, nous l'avons déjà parlé la fois dernière, de la récession, puisque le Congo est incapable de pouvoir s'acquitter à ses devoirs et à ses obligations financières, notamment tous les prêts. Aujourd'hui, le Congo est incapable de payer ses fonds. Mais non. Mais nous voulons dire aux Congolais, comment sommes-nous arrivés à là? C'est la mauvaise gestion. Éventuellement, nous avions un homme qui a une équipe qui ne savent que voler. Les fonds du Congo se retrouvent dans les paradis fiscaux, dans des maisons personnelles, privées, en Occident comme au Congo-Brazzaville. Nous savons que chaque dignitaire de ce pays-là, de ce régime, de ces gangsters-là, a une banque personnelle chez lui, ou encore auprès de son 10e bureau, on peut dire même sa 20e femme. Vous voyez, chers compatriotes. Ils ont des fonds dissimulés dans des grandes banques. Ils ont des fonds dissimulés dans toutes les maisons qu'ils ont achetées partout au travers le monde entier. Ils ont de l'argent dissimulé partout. C'est là où est parti les fonds du Congo. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Si jamais le Congo ne se met pas sous la protection de ses créanciers, ça veut seulement dire, nous l'avons déjà expliqué, que le Congo ne va plus appartenir aux Congolais. Chers compatriotes, nous voulons vous expliquer tout ça pour que vous puissiez comprendre que le combat que nous sommes en train de mener, il faut que ça soit un devoir pour tous les Congolais. Le Congo va à la perdition sur tous les plans. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, le Congo ne sera plus aux Congolais. Les petites matières premières que vous avez sous sol, les créanciers vont tous les récupérer. Donc, le peuple congolais ne va plus rien gérer. Donc, ces créanciers-là, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont donc prendre même vos hôpitaux, ils vont les améliorer. Mais si vous n'avez aucun franc pour aller chercher à avoir un médecin, chers compatriotes, vous n'aurez jamais l'accès à la santé. Vous n'aurez jamais l'accès au transport, même les transports. Parce que quand le créancier prend une entreprise ou prend un État en otage, ils vont certainement mettre des structures, mais en ce moment, l'État n'aura pas un pouvoir de décision. Parce qu'ils vont décider de n'importe quel prix que les gens pouvaient payer pour le transport. Donc, les créanciers peuvent décider de dire, les petits commerçants que nous voyons au Fonds Tietie ou encore au marché Total, au marché de Wenze, ne seront plus là. Et c'est ça, c'est ce qui va arriver. Ils vont décider, tous les chauffeurs de bus qui conduisent à Brazzaville, les chauffeurs de taxi, ils vont dire, nous voulons plus voir vos carcasses des véhicules dans la rue. C'est ça qui va arriver, chers compatriotes. Donc nous allons repartir au temps du colon, au temps de la traite négrière, au temps du colonialisme. Là où le colon dicte tout. C'est ce qui va arriver. Mais ne nous prenez pas pour des fous quand nous sommes en train de raconter ça. Quand nous sommes en train d'expliquer cette situation. C'est ce qui arrivera si jamais le Congo ne se met pas sous la protection de ses créanciers. Le pays va très mal
le pays est dans la perdition. Maintenant, vous voyez, l'homme qui est là, Sassou Nguesso, au lieu de chercher des solutions concrètes pour essayer d'abord, d'essayer de rassembler tous les Congolais pour que tous les intellectuels que nous avons dans ce pays essaient de réfléchir comment nous allons sortir le pays de ce gouffre économique. Non, à la place, il utilise des méthodes, on peut dire sataniques, qui est d'essayer de réduire les populations. Donc son objectif, c'est de réduire les populations au maximum. Comment va-t-il réduire les populations au maximum? Éventuellement, c'est de massacrer les populations. Ça fait partie de son plan. Voilà pourquoi nous avons vu tout ce que nous sommes en train de voir, le génocide dans le pôle, et que personne d'autre ne peut dénoncer. Tous ces partenaires qui ont magouillé avec lui, qui sont dans le réseau mafia avec lui, qui sont en train de piller et de faire rentrer le Congo dans ce gouffre économique, ne disent absolument rien. Éventuellement, vous connaissez tous les politiciens que nous savons au travers le monde entier. Éventuellement ceux de la France, qu'on le dise oui ou non ou pas. Vous voyez, chers compatriotes, personne ne veut reconnaître qu'il y a génocide en cours dans le pôle. Donc, au lieu d'essayer d'apporter toute cette masse des intellectuels que nous avons qui vont réfléchir, mettre en place des mécanismes qui pourraient essayer de sortir le pays dans le gouffre, le gars, il est asphyxié. Il préfère la violence et se maintenir au pouvoir. Et dans la tête de ce gars, il a déjà projeté de remplacer, comme le pays leur appartient, de le remplacer le pays par un fils et qui est né d'une mère étrangère. Chers compatriotes, nous voudrions ici seulement vous expliquer que le pays va mal et que tant que cet homme sera là, le Congo ira à la destruction, à la perdition. Chers compatriotes, dans les jours qui vont suivre, vous verrez, le Congo va déclarer sa faillite. Et la preuve en est, ils sont allés à New York, ils ont falsifié les documents, le prêt n'a pas été accordé. Les jours qui viendront, les salaires ça sera difficile de payer les salaires. Les bourses des étudiants, n'en parlons plus. Seuls les dignitaires de pouvoir, ceux qui ont l'habitude d'avoir la main noire, qui vont continuer à subsister. Mais ils vont subsister jusqu'à quand? Parce que quand c'est réserve, ça va aller très vite, puisqu'il n'y aura plus des rentrées. Là où ils ont l'habitude d'aller prendre au trésor, il n'y aura plus ces entrées-là. Qu'est-ce qui va arriver? Ça sera un chaos. Chers compatriotes, merci d'avoir suivi ce message. Partagez le message à tous les Congolais, partout où ils sont. Même ceux qui pensent que nous sommes des malades. Nous sommes des malades mentaux parce que nous apportons ce genre d'idées, nous apportons ce genre de descriptions, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Allez-y fouiller partout, vous verrez. Allez-y lire dans Afrique économique, allez-y lire dans des grands journaux qui parlent de l'économie mondiale, vous verrez que la situation du Congo est bien chaotique. Telle était ma lecture que j'ai faite pour ma recherche d'aujourd'hui et je vous les apporte. Que Dieu bénisse le Congo-Brazzaville, que Dieu bénisse toutes les femmes qui sont violées, toutes les femmes qui pleurent, toutes les femmes qui sont victimes du régime dictatorial et criminel de Denis Sassou Nguesso. Que Dieu bénisse tous les enfants du Congo qui pleurent nuit et jour. Chers compatriotes, quand vous avez un chef qui n'est pas responsable, qui est voleur, paresseux et tribaliste, c'est le chaos. Bonne journée, au revoir.